Merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Le journal, on commence par les titres. La visite de travail et d'amitié du président togolais à Conakry, elle n'a duré que 5 heures avec le président Alpha Condé. Il a été question du dossier de l'Union africaine. Le gouvernement a négociation avec les mécontents du côté de Bokeh. Les revendications sont multiples. On note d'importants dégâts matériels causés par les manifestants. Et ce soir, nous ferons un zoom sur la mosquée du fondateur de la ville de l'Abbé. Autrefois en case, elle répond désormais à la modernité. La ziara de cette année se déroule dans l'amphithéâtre. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes de la RTG. On commence par l'arrivée ce matin à Conakry du président togolais pour une visite de travail et d'amitié. Faure Gnassingbé a été accueilli à l'aéroport par le président Alpha Condé. Il était question de faire le point sur les sujets qui seront au menu de leur entretien. C'est le président Faure Gnassingbé qui gère le dossier sécurité maritime en Afrique. Le film du cérémonial d'arrivée avec Alia Kamara. Une importante communauté togolaise vit en République de Guinée, plus de 1700 ressortissants officiellement recensés. Beaucoup se sont donné rendez-vous ce matin à l'aéroport pour accueillir le président Faure Gnassingbé. 11h40, l'avion du président togolais atterrit. Au bas de la passerelle, professeur Alpha Condé et son hôte de marque échangent les premiers mots d'amitié. Un accueil chaleureux respectant toutes les étapes de l'engagement protocolaire, hymne national et salutations du personnel d'accueil. Les enjeux de cette visite sont énormes. La Guinée et le Togo ont en partage plusieurs valeurs et espaces de travail. Deux pays amis qui ont à cœur de poursuivre cette belle aventure. Les relations entre Conakry et Lomé sont des relations au beau fixe. Vous savez, aussi bien Lomé que Conakry, la Guinée et le Togo donc, sont des membres de la CEDEAO. Nous avons des raisons, toutes les raisons du monde à avoir des relations excellentes au sein de l'Afrique. Et en tant que président de l'Union africaine aujourd'hui, le président Alpha Condé essaie de pousser tous les dossiers que nous avons, et avec les pays voisins, et avec les pays de la CEDEAO, mais au-delà avec les pays de l'Union africaine. Cette visite a également une saveur panafricaniste. Au menu des discussions entre les deux chefs d'État, la cause de l'Afrique. Professeur Alpha Condé choisit son homologue du Togo pour porter un projet de grande envergure dans le cadre des réformes de l'Union africaine. Il s'agira pour le président Faure de veiller au respect et à la sécurisation du libre-échange entre les pays africains dans son domaine. Professeur Alpha Condé a confié des dossiers à ses pairs pour qu'ils puissent avancer la cause africaine le plus rapidement possible. Et monsieur le président du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, a le dossier de la sécurité maritime. Donc il est venu faire le point avec le président en exercice de l'Union africaine sur ce dossier en attendant le prochain sommet qui va se tenir en juillet. La sécurité maritime est un sujet important. Le dossier de l'immigration clandestine en est la parfaite illustration. Le président Faure Gnassingbé a également dans son portefeuille la problématique de la sécurité dans le domaine de la pêche. Et justement, Alia Kamara, cette visite du président togolais n'aura duré que 5 heures. Faure Gnassingbé est reparti cet après-midi. Vous allez le voir en image, le président en exercice de l'Union africaine raccompagnait son hôte de marque. Les entretiens entre les deux chefs d'État se sont passés à huis clos. Cette visite intervient quelques jours après celle des présidents Idriss Déby Itno et Paul Kagame pour la présentation du rapport de réforme de l'Union africaine. On se rend en terre malienne où le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation séjourne. Le général Bourima Condé a été reçu en audience par le premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maïga. Les deux personnalités ont échangé sur la sécurité transfrontalière entre les deux États. Mahmoud Barish est notre envoyé spécial. Le général Bourima Condé à la primature. Cette audience du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avec le premier ministre malien a permis de parler de relations bilatérales, de sécurité transfrontalière, de la circulation des personnes et de leurs biens, de défense et de sécurité et de développement entre la Guinée et le Mali. Le Premier ministre malien a hautement apprécié cette démarche du ministre de l'administration du territoire de la Guinée. Pour le ministre de l'administration du territoire, son acte traduit la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Tous les jours que Dieu fait, à la recherche de pépites d'or, lorsque une mine est découverte,
lorsqu'un îlot forestier est là, ou bien une portion du cours d'eau, le Sankarani, où il y a du poisson, les deux populations s'affrontent, chacun demandant la paternité, soit de cette mine d'or, soit de cet îlot forestier, etc. Donc nous avons la mission, l'importante mission, n'est-ce pas, d'info-sensibilisation commune le long des frontières entre responsables guinéens et responsables maliens. Le chef du département de l'administration du territoire de la Guinée a échangé avec son homologue du Mali. Au centre de la rencontre, le bornage de la frontière entre nos deux États. Nous avons fait le point sur une tâche qui est en cours, c'est celle de la matérialisation de la bande frontalière. Donc, ce travail est en cours depuis un moment. Les deux gouvernements ont fourni beaucoup d'efforts pour donner les moyens à la commission technique mixte qui travaille pour une activité de recherche documentaire à Bamako, à Conakry, à Dakar, au Sénégal, et puis jusqu'à Paris, afin de recueillir l'ensemble des documents qui peuvent nous permettre de commencer le travail de matérialisation de la frontière. Tant qu'il n'y a pas le bornage, les conflits récurrents entre nos populations riveraines, ce qui n'est pas du tout dans la vision des deux chefs d'État, maliens et guinéens, on n'aura pas fini de les gérer, ces conflits récurrents. En attendant de matérialiser la frontière entre les deux États, les deux ministres exhortent les populations concernées à faire valoir le dialogue. Des officiers de la police française à l'école de la police et de la protection civile de Kagbélé. Ils tentent de voir plus clair les conditions d'apprentissage des élèves officiers en Guinée, une action qui vient renforcer l'axe de coopération entre Conakry et Paris dans le domaine sécuritaire. Alpha Isiagaba, Younousa Tawel Kamara. Ils sont tous colonels de la police française. Ils visitent l'école nationale de la police et de la protection civile de Kagbélé. Parc informatique, infirmerie, salle de classe et de conférences, tout est évalué par ses partenaires. L'objectif est de s'inquérir des réalités de terrain et des conditions d'apprentissage des élèves officiers. Je viens en Guinée ici représenter la direction de la coopération de sécurité et de défense, qui est une direction du ministère des Affaires étrangères en France. Voilà. Cette visite est un motif de soulagement pour les responsables de l'école de la police. Elle pourrait renforcer les capacités opérationnelles et fonctionnelles de cet établissement. Nous nous réjouissons de cette visite et nous sommes très satisfaits et nous disons toujours que la coopération française est une coopération de qualité. Opérationnelle depuis plus de 2 ans, l'école de police et de protection civile compte aujourd'hui 16 salles. La formation professionnelle initiale dure 6 mois. L'objectif est de faire la police guinéenne une référence dans la sous-région. Direction la région de Bouquet où les manifestants ont causé des dégâts et sapé l'ordre public. Une délégation gouvernementale s'est rendue dans la zone pour discuter avec les populations. Les manifestants réclament l'eau, le courant et l'emploi. Ce sont au total une trentaine de revendications. Mamadou Alpha Baldi, images et témoignages. Quelques jours après les mouvements de foule enregistrés à Bouquet, la violence cède la place au dialogue. Dans la salle, l'ensemble des entités sociales de la préfecture échangent avec des émissaires du gouvernement. Les revendications portées par les jeunes sont nombreuses, une trentaine au total. Parmi elles, la fourniture régulière de l'eau et de l'électricité, la promotion des emplois locaux, une meilleure redistribution des revenus miniers, mais aussi le respect des normes environnementales et la construction rapide d'une contournante sont entre autres sollicitations des populations. On a demandé la contournante. La contournante, quand la contournante elle est faite, ça permet aux gros camions d'éviter le centre-ville et d'éviter aussi les accidents dans le centre-ville. C'est pourquoi on a demandé surtout la contournante. Ce n'est pas les compagnies qui vont décider que c'est le béton qu'on va mettre. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de développement local, comme le problème on construit des écoles, mais il n'y a pas d'enseignants. Il y a des postes de santé qui sont construits, mais il n'y a pas de personnel. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on amène à Bouquet pour que les gens aient envie de venir travailler à Bouquet. Et que par le fait de la bonne rémunération, par le fait des bons éléments d'environnement de travail. C'est ça qu'on veut aujourd'hui par rapport à Bouquet.
Après des heures de discussion, la délégation gouvernementale se retire. 30 minutes de concertation, puis elle revient dans la salle. La délégation se veut réaliste. Un compte-rendu sera fait au gouvernement et des solutions devront être trouvées dans les meilleurs délais. Principale avancée de la journée, un comité ad hoc de suivi est mis sur pied. Déjà sur certains points, je pense que nous avons eu des progrès, mais nous continuerons à travailler avec toutes les composantes, toutes les parties, tous les acteurs pour pouvoir améliorer la situation et avancer vers une entente, en tout cas avancer vers un progrès au niveau de Boké dans la paix et la concorde. Pour maintenir la quiétude dans la zone, le gouvernement appelle les populations au calme et a toujours privilégié la voie du dialogue, gage certain d'une paix durable. Et on reste à l'intérieur du pays pour parler du projet Initiative Paix et Sécurité. Il a été lancé dans la ville de Farana. Il voit le jour pour contribuer à la prévention et à la gestion des conflits. Et plus de 2000 personnes sont concernées pour une durée de 5 mois. Reportage Moussa Bangoura, Silati Kourouma. C'est une journée de débat et de partage d'expériences sur le projet Initiative Paix et Sécurité dans la région de Farana. Hommes, femmes et jeunes discutent des contours du projet afin de contribuer activement à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits dans les communautés. Le projet Initiative Paix et Sécurité vise à former et à encourager les membres des communautés à s'impliquer activement dans les activités de promotion de la paix et de la sécurité humaine dans la région administrative du Farana. Au total, 40 villages de la région de Farana seront touchés par ce projet. Il vient répondre à la demande formulée par les comités de gestion communautaire. J'espère et je tiens que c'est quelque chose que devait parvenir ou diffuser, informer les citoyens dans ma communauté de prévenir toujours le conflit avant d'essayer toujours de gérer le conflit. Parce que la gestion, la prévention est mieux que prévenir vaut mieux que guérir. Nous sommes très impressionnés par ce modèle. Il est bien nommé. Ça vient supporter le programme PRCC qui porte sur les droits humains, l'hygiène et la santé de la personne. Donc si on développe l'initiative paix et sécurité, ça ne fait que renforcer les questions de dignité humaine. Ce projet Initiative Paix et Sécurité est simultanément lancé en Guinée-Bissau et au Mali. Il est piloté par le groupe Tostan pour une durée de 5 mois. Et plus loin en région forestière, les opérations d'indemnisation des populations victimes de déguerpissement le long de la route Kissidougou-Guékédou se sont déroulées cette semaine. Plus de 600 familles sont touchées par l'opération, une manière d'aider ces familles à retrouver un nouveau toit. Mohamed Lamine Kamara est de retour de Guékédou. Les travaux de construction du tronçon Kissidougou-Guékédou évoluent avec satisfaction. Depuis 2014, plus de 600 familles sont touchées par des opérations de déguerpissement le long des emprises pour cause d'utilité publique. 3 ans après, ces familles victimes perçoivent des enveloppes symboliques, des montants leur permettant de reconstruire à nouveau leur vie. Il y a eu très longtemps, les gens sont en train de parler que l'argent là ne va jamais venir. Tous ceux qui ont été impactés, chacun aura son argent. On dit que le professeur bâtisseur, ça veut dire quoi? Il est venu pour construire une maison pour tous les Guinéens. Chacun aura une maison. La terre appartient à l'État. Les bâtiments qui sont construits appartiennent à l'État. Les populations appartiennent à l'État. Si l'État te prend ton bien, il n'a pas dit qu'il est plus fort. Il a eu peur de Dieu. Il a pensé à Dieu. Il a pensé aux difficultés du citoyen. Et il lui rembourse la valeur de ce bien. Ça, c'est quelqu'un pour lequel on doit bénir. Que Dieu le garde longtemps pour la Guinée. Ici, des dispositifs d'enregistrement sont mis en place pour éviter d'éventuels dérapages pendant le paiement. En recevant ces montants, les bénéficiaires rendent grâce au président de la République. On était incapable, on ne pouvait rien. C'est l'État, même s'il refusait, on ne pouvait rien. Mais si l'État a songé sur nous, on ne fait que les remercier et remercier le président de la République. Au compte de cette première opération d'indemnisation, la moitié de ces populations est concernée. Les prochains mois, d'autres opérations vont toucher le reste des victimes de déguerpissement dans ces localités.
À bientôt la campagne agricole. Les acteurs de la chaîne de valeur agricole sont déjà sur pied. Réunis à Mamou, ils essayent de consolider les affaires entre les spécialistes du monde rural afin de générer quelques ressources. Fatima Diallo depuis Mamou. Mamou a accueilli la journée porte ouverte sur les intrants agricoles. C'est une initiative de l'ONG Cultivons de nouvelles frontières en agriculture, CNFA, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Savi. Pendant 3 jours, des spécialistes de la chaîne de valeur ont réfléchi sur les voies et moyens à employer pour accroître le revenu des agriculteurs et éleveurs des régions de Kindia, Mamou et Farana. Le projet renforcement des chaînes de valeur agricoles et la jeunesse, Savi, vise à faciliter l'accès des producteurs aux intrants agricoles de qualité et aux services et produits financiers adaptés, accroître l'information sur le marché le long des chaînes de valeur agricoles, cibler et développer des compétences entrepreneuriales chez les jeunes Guinéens. Le projet est techniquement construit sur 3 composantes. La première composante, c'est le service des produits et intrants agricoles. La deuxième composante, c'est l'inclusion financière. Et donc l'inclusion financière vise particulièrement à travailler avec les institutions financières pour adapter les produits et services aux besoins des utilisateurs finaux. Et pour nous, les utilisateurs finaux, c'est éleveurs et agriculteurs. Financé par l'USAID, le projet Savi est aussi soutenu par les autorités administratives. Ce qui est aussi très important, plus important que tout, c'est qu'il y a non seulement l'apprentissage de ces méthodes, il y a la dotation en intrants, mais aussi et surtout, on vous fait amener toute la technologie sur le terrain. Exposition d'intrants, panels et travaux de groupe ont ponctué ces journées. C'est une opportunité très forte que les producteurs doivent saisir. Parce que Savi, moi je me dis que c'est un catalyseur qui met les partenaires en jeu, en relation. Et que ça ouvre le chemin à la synergie. Ça donne, si vous voulez, l'efficacité dans la production pour que les gens soient efficients. Le système d'irrigation goutte à goutte, l'usage des motoculteurs sont entre autres démonstrations faites à Douné. Objectif, amener les acteurs du monde rural à améliorer le rendement à l'hectare. La technologie goutte à goutte est une technologie qui permet, à travers une pression, de pouvoir irriguer une grande surface pour avoir plus de rendement en économisant de l'eau et en économisant au niveau des ressources humaines. À l'issue de ce rendez-vous des acteurs du monde rural, des recommandations sont formulées. Entre autres, la mise en place du crédit bail des équipements de production, de transformation, tout en mettant en relation producteurs, fournisseurs d'équipements et banquiers. Il existe désormais une ferme moderne dans la préfecture de Kankan. Elle est l'œuvre d'un fils de la localité qui entend ainsi contribuer au développement du secteur rural. L'ouverture de cette ferme a connu une forte mobilisation de la part des communautés bénéficiaires. RTG Kankan, Fodé Bangali Fofana. Cette communauté villageoise, appelée Baté Benso, est située à 65 km de Kankan, chef-lieu de la préfecture. Une localité dans laquelle cette ferme vient d'être réalisée, fruit de la politique de libéralisation des initiatives privées prônée par le gouvernement pour le développement harmonieux et équilibré de la nation. C'est l'œuvre de ce fils de Kankan, Ousmane Kaba, PDG de la société Contralo Guinée, qui a sollicité de ce village l'obtention d'un domaine pour l'implantation de cette ferme. Sur les 229 hectares octroyés à l'initiateur du projet, la ferme n'occupe seulement que 50 hectares. C'est un investissement de plus de 4 milliards de nos francs qui a permis de réaliser cette ferme ici à Batek-Benso, dont les travaux ont été lancés en octobre 2014. 2 ans, 6 mois après, voilà les populations hospitalières de Benso fortement mobilisées pour le lancement officiel de ce projet phare dans la contrée. Le président de la République qui a dit à tous les diasporas de se retourner chez toi et d'investir. Et il va nous garantir de nos biens. C'est à cause de ça que je me suis venu de cet appel-là. Le
l'investir dans mon pays et aider le villageois, aider nos frères. Cette réalisation-là, c'est pour la Guinée et c'est pour les Guinéens. Les différentes composantes de cette ferme sont entre autres 3 hangars de 100 mètres de long sur 10 mètres de large, devant recevoir 21 000 poules pondeuses, un isoloir pour les volailles malades, un magasin de stockage de produits alimentaires pour volailles, un grand moulin et une centrale de 2 groupes électrogènes de 150 et 180 kVA devant fournir l'électricité à la ferme et le village d'accueil Batek-Benso. À travers cette ferme, nous promettons accroître les capacités d'intervention de la population d'accueil dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche et de la pisciculture. On travaille à recruter pour la réalisation de ces travaux 16 main-d'œuvre locales qui sont salariés jusqu'à nos jours. Mieux, va encore recruter plus de 30 autres pour les actions planifiées. Près de 4000 œufs seront produits durant 12 mois de ponte, suite à laquelle 16 000 poules reformées seront mises sur le marché par cette ferme de la société Contraro-Guinée. À l'actualité nationale, c'est aussi le Centre national de recherche des sciences halieutiques de Boussura qui vient de tenir la première session de son conseil d'administration. Les membres du CA ont passé au crible les différentes activités menées au cours de l'année écoulée. Plusieurs défis sont à relever, dont le renforcement des capacités opérationnelles du navire de recherche Général Lansana Conté. Le point tout de suite, c'est avec Falilou Diallo. L'épicentre des recherches scientifiques du département des pêches en Guinée, le Centre national des sciences halieutiques de Boussura tient sa toute première session ordinaire du conseil d'administration. Une session qui s'articule autour des points comme la revue des activités menées en 2016, la situation du navire de recherche Général Lansana Conté. Une occasion également pour le directeur du centre de mettre à la connaissance du conseil d'administration les difficultés sur les activités de recherche. Sans l'argent des FINEX, sans le fonds de recherche halieutique, le centre ne peut pas fonctionner. Mais c'est l'ensemble de ces points qui ont été examinés par le conseil d'administration et qui a fermement promis d'être le porte-parole du CNHB auprès du ministère, auprès du gouvernement guinéen, afin que l'ensemble de ces difficultés trouve une solution idoine pour le bon fonctionnement de notre centre de recherche. Après de longues heures de conclave, le conseil d'administration signale les faibles répertoires, les besoins et fait des recommandations. Le CA a recommandé qu'un appel d'offres soit lancé pour le recrutement du personnel qualifié pour le navire, parce que le personnel est déjà vieillissant et il s'agira de pouvoir remplacer ce personnel. Le CA a ensuite recommandé aussi la tenue de conseils scientifiques, qui est d'une importance capitale. On ne peut parler d'une bonne politique de pêche lorsqu'un conseil scientifique qui est chargé de déterminer tous les aspects scientifiques, lorsqu'il ne siège pas, alors les données sur lesquelles doivent établir l'autorité doivent vraiment émaner d'une source vraiment scientifique. Les autorités du ministère des Pêches et de l'Aquaculture et de l'Économie maritime réaffirment leur engagement à soutenir les activités du Centre des sciences halieutiques de Boussura. Une manière de planifier une exploitation rationnelle des ressources halieutiques en Guinée. Si vous allez à la baie, vous serez marqué par un édifice imposant au cœur de la ville. Eh bien, c'est la grande mosquée de Karamoko Alpha Monlabé, autrefois couverte de paille, aujourd'hui moderne et fait la fierté des habitants. Cette année, le symposium de la Ziara, qui porte le nom de ce chef guerrier, est consacré à cette infrastructure religieuse pleine d'histoire. Reportage à la baie, Tierno Ousmane Diallo. Difficile de parler de l'histoire de l'abbé sans pour autant faire allusion à la grande mosquée.
Lieu de culte, elle est l'une des plus importantes œuvres de Karamoko Alpha Moulabe, fondateur de la ville. Construite pour la première fois en 1755, elle connaîtra une série de rénovations jusqu'en 2003 pour finalement afficher cette architecture. Elle est le symbole de la volonté de son fondateur de développer l'islam et promouvoir ses vertus d'unité. Son histoire et sa dimension sont au centre du symposium à l'occasion de la 5e édition de la Ziara Karamoko Alpha Moulabe. Nous avons suffisamment parlé de l'origine et des œuvres de Karamoko Alpha et aujourd'hui nous avons choisi cette fois-ci de parler de la mosquée parce que tout simplement nous croyons que la mosquée a une dimension spirituelle, une dimension politique, à un certain moment une dimension administrative et surtout c'est autour de cette mosquée que Karamoko Alpha Moulabe a construit le labé. Au micro, historiens et autres hommes de culture se succèdent pour rappeler l'enjeu de la mosquée Karamoko Alpha Moulabe dans le processus de consolidation de la paix dans cette partie du pays depuis le XVIIIe siècle. Sur ce lieu, il n'y avait strictement rien. C'était une broussaille. Il a donc choisi de façon minutieuse, d'après les traditions, il a été inspiré par un songe. Dieu lui a montré que c'est là qu'il devait mettre sa mosquée. L'enseignement de l'histoire est très apprécié par les responsables locaux qui y voient un avantage pour l'éducation des jeunes. C'est ça l'avantage, que les jeunes soient associés. Vous avez vu comment la salle est pleine de jeunes. Que les jeunes soient associés, c'est pour assurer la relève. Donc c'est une très très bonne chose qu'ils apprennent l'histoire, leur histoire, et qu'ils puissent dans la continuité faire ce que faisaient leurs parents. Même si l'architecture de la mosquée n'est plus la même que celle de 1755, 3 siècles après la création de la mosquée Karamoko Alpha Moulabe, elle continue de jouer un rôle majeur dans l'équilibre social de la ville sainte de Labé. Et on enchaîne avec l'actualité sportive. Le Premier ministre a présidé la finale de la première édition du trophée Feu Hadjan Sirakonde, sœur aînée du chef de l'État. C'était au stade de Yimbaya Bougie et l'événement a mobilisé 16 équipes venues des 5 communes de la capitale. Pour les initiateurs, c'est une manière de réunir les jeunes autour des actions de développement engagées par le président Alpha Condé. Baba Kouyati était de la partie. Le trophée Hadjan Sirakonde prend fin sur fond de carnaval à Conakry. Avant le coup d'envoi de la rencontre, la levée du rideau s'est tenue entre les secrétaires généraux de la jeunesse et les sous-sections du RPG Arc-en-Ciel. La coupe Feu Hadjan Sirakonde est pour nous un grand honneur, mais aussi le symbole d'une reconnaissance profonde à la mémoire de celles qui avaient des oreilles attentives pour les militants et qui acceptaient d'accompagner et d'ouvrir ses portes aux responsables politiques dans des moments difficiles. En donnant le coup d'envoi de la rencontre de la première édition, le Premier ministre salue l'initiative et a invité les deux finalistes à un esprit de fair play. L'autre chose que je voudrais remarquer, pour laquelle je salue votre initiative, c'est le fait de réunir les jeunes autour d'idéaux de paix, mais aussi autour de valeurs que vous venez de rappeler ici, les valeurs de travail, d'effort et d'émulation. Je crois que ce n'est pas surprenant qu'à travers ce trophée, les jeunes du RPG aient voulu lui faire honneur. Pendant 90 minutes, les hostilités ont duré entre l'équipe des diplômés sans emploi habillés en couleur orange et AS Matoto en vert. Après plusieurs velléités offensives de part et d'autre sans succès, les séances de tir au but ont départagé les deux équipes. C'est aussi une occasion pour la jeunesse de se mettre en mouvement, de se mobiliser. Alors, le football justement est un levier pour développer cet esprit sain dans un corps sain. C'est un encouragement aussi que je salue venant de la jeunesse du parti. Un parti politique se doit d'occuper le terrain en permanence. À la demande des invités, les secrétaires généraux de la jeunesse de Conakry se sont engagés à perpétuer cette initiative. La deuxième édition du tournoi Hadjan Sirakonde est annoncée pour avril 2018.
Et l'autre manifestation sportive avec les phases finales du tournoi scolaire universitaire, ça se passe au stade du 28 septembre. Les équipes compétissent dans 4 disciplines. Toutes les régions du pays sont représentées, y compris la zone spéciale de Conakry. Ibrahima Souri Fofana. En basketball, la finale en série féminine a mis aux prises l'équipe de Dixine à celle de la Moyenne-Guinée. Une opposition qui a tourné à l'avantage de la formation de la Moyenne-Guinée sur le score de 21 points à 20. Chez les hommes, c'est Dixine qui a pris le dessus sur la Moyenne-Guinée en gagnant sur la marque de 33 points à 26. Pour la finale de handball jouée dans le gymnase, l'équipe de Dixine bat celle de Matam 37 buts à 20, tandis que chez les hommes, Matam s'est imposé difficilement devant Dixine 25 buts à 24. En athlétisme, le cross-country, sur une distance de 5 km sur l'itinéraire Palais du Peuple stade du 28 septembre, a été dominé par les athlètes venus de l'intérieur du pays avec les sacres de Kadiatou Bangoura de Boké, Salematou Dramé de Boké et de Germaine Ehamou de Zérékouré chez les filles. Et chez les hommes, Mohamed Agibou Diallo de Kankan, Salamana Bari de Boké et François Minimono de Zérékouré ont occupé respectivement les 3 premières places. Au compte de football, c'est seulement en série filles que la finale a été jouée entre l'équipe de Kaloum et celle de la Guinée forestière. Une finale qui a été largement gagnée par Kaloum 4 buts à 0 dans une ambiance digne de la renaissance du sport scolaire en Guinée. Le cross-country a eu ce matin de 8h jusqu'à 11h. Les enfants sont venus massivement du Palais du Peuple jusqu'au stade. On ne pouvait pas les maintenir. On les a autorisés d'aller à la maison, se reposer pour revenir. Alors, chose qui n'a pas été, à mon avis, très facile pour les enfants. Nous sommes censés de comprendre cela en tant que des pédagogues, des enseignants, qu'il faut séparer les 2 finales. La finale en série homme aura lieu mardi à partir de 16h, toujours au stade du 28 septembre. Et c'est parti pour 4 jours de marche pour les fidèles chrétiens. Ils ont pris le départ cet après-midi à Conakry pour Boufa. C'est au compte du pèlerinage national chrétien. Arrivés sur le lieu saint, les fidèles vont formuler des bénédictions pour la Guinée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Grand merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.